Bonjour, je vous retrouve pour un module de formation qu'on met publiquement. Alors la version publique n'est pas le module complet, mais on pense que déjà avec ce module-là, vous allez apprendre des choses et vous aurez un avantage compétitif en tant qu'investisseur. Et donc le module justement, il est sur l'avantage compétitif et on cherche à l'expliquer normalement. Les financiers en fait racontent un peu n'importe quoi sur ce sujet de l'avantage compétitif, donc là le but c'est de le clarifier. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'il n'y a que deux vraies sources d'avantages compétitifs et toutes les autres en fait en sont des conséquences. La première source d'avantage compétitif c'est le travail, celle-là je vais vous l'expliquer un petit peu. Et la deuxième c'est l'observation objective. Ça c'est plus pour la section premium. Alors, on va détailler quand même tout ça un petit peu plus. Donc, le travail. Pourquoi est-ce que travailler, c'est un véritable avantage compétitif? Parce que quand on fait rien, on passe son temps à penser, à projeter, mais il se passe jamais rien. Donc, quand on coupe la machine à philosopher et qu'on se lance dans l'action, ça permet de faire des expériences de vie et de voir des résultats, d'avoir des résultats, figurez-vous. Et un résultat, c'est forcément mieux que rien, en fait. Donc, en clair, penser avant de faire, quand on peut pas connaître d'avance le résultat de son action, c'est totalement inutile. Autant faire simplement quelque chose et voir ce que ça donne, plutôt que de projeter quelque chose qui est nécessairement faux. Car ce n'est pas le résultat d'une expérience tangible, donc ça peut pas être juste ce que vous projetez, c'est qu'une projection de pensée, ça vaut certainement pas un vécu. Donc, après, le résultat, il est ce qu'il est. Si ça donne ce qu'on veut, ou mieux, tant mieux. Si ça donne pas ce qu'on attend, on avise en fonction de ce que ça donne et on corrige, quoi. Donc, faut toujours faire attention quand vous investissez, d'investir dans des entreprises où il y a des gens qui travaillent réellement, au lieu de passer leur temps à faire des réunions. Par exemple, si il y a dans votre entreprise des gens qui passent l'essentiel de leur temps à charger des marchandises qui ont été vendues dans des camions, potentiellement là vous êtes sur un bon coup, peut-être en tout cas. Et inversement, s'il y a des gens en réunion dans une salle ou devant une machine à café dans l'entreprise que vous êtes en train d'étudier, c'est potentiellement qu'on est mal barré, à moins que l'entreprise ne soit assise sur une rente, comme par exemple Moody's, Standard & Poor's ou Fair Isaac. Par exemple, voilà, chez l'investisseur français, on bosse comme des gorées pour sortir des contenus réellement utiles et uniques au monde, à la fois pour nos lecteurs et pour nos clients tous les jours. Voilà. Et certains d'ailleurs s'étonnent de ne pas pouvoir tout avoir gratuitement. Bizarre, eux, ils bossent pas gratuitement, même quand ils passent leur temps devant la machine à café ou en réunion. Alors, tout ça pour dire que si les gens ne travaillent pas dans l'entreprise et passent leur temps à se réunir pour négocier des budgets, satisfaire leur ego, ça donne souvent des projets qui sont stupides. Je vous raconte par exemple mon premier vrai job, si je puis dire, après l'école, après mon stage. Donc j'étais supposé travailler sur un projet de plateforme de réservation ferroviaire en Grande-Bretagne, une plateforme ferroviaire destinée aux agences de voyage dans une entreprise espagnole très prestigieuse qui a sa R&D en France. Donc j'ai osé demander à quelqu'un, est-ce que quelqu'un il a déjà réservé un train en Grande-Bretagne? Parce que moi, quand je suis allé à Londres, j'ai pas vu grand monde réserver un train. J'ai l'impression qu'on utilise plutôt l'avion dans les agences de voyage du pays et même au-delà du pays. En fait. Donc tout de suite, je me suis mis 80% de mes collègues à dos. Ils m'ont dit que je pouvais pas comprendre parce que j'avais pas fait Polytechnique et de toute façon, c'était pas mon problème. Faut faire ce qu'on me dit et c'est tout. Bon, et moi j'ai osé répondre, je dis c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est qui notre client? Et on me répond client interne. Moi je comprends pas. Donc je réponds, je comprends rien. Déjà, est-ce que tu peux parler français normalement, faire une phrase avec un sujet clair, un verbe clair et un complément, un truc comme ça, tu vois?
En gros, je traduis, parce que je vois que le mec en face, il suit pas. Je te demande, c'est qui paye pour ce projet de merde qui va nous coûter au moins 100 millions à sortir? Faut interconnecter 25 opérateurs qui parlent des langues différentes, tu vois. Et l'autre, il me répond, client interne, c'est marketing. Va les voir. Donc ça, c'est un polytechnicien. Bon, j'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire, mais je vais quand même voir le marketing et je redemande. HEC, là. On me dit, t'es débile, tu comprends rien. Je dis, pas sûr, qui paye pour ce projet? C'est vous avec votre argent ou pas? Tu vois. Et là, on me dit, non, c'est un investissement parce qu'il y a un concurrent qui s'appelle Galileo qui le fait, et si on le fait pas, ça le fait pas. Je dis, bah, ça tombe bien, Galileo c'est une boîte de merde, pour ceux que ça intéresse, c'est coté aux US d'ailleurs, et ils ont un marché vide sur ce segment, pourquoi est-ce qu'on va les fighter? Je me retrouve convoqué par N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, je continue sur ma ligne, et quand un mec de la direction générale me dit que je suis débile parce que moi j'ai pas fait X-Min comme lui, moi je dis non, en fait, je peux pas être aussi débile que toi, déjà, c'est pas possible, et surtout, je veux surtout pas ressembler, donc je démissionne. Voilà, bon, mais même là, c'était hyper compliqué parce que les RH voulaient absolument me recaser quelque part et ne comprenaient pas que je voulais quitter ce paradis-là sans préavis et sans paiement de solde de tout compte. Donc j'ai dû faire une paperasse pas possible, ça a pris des heures et ils ont jamais vu cette espèce-là avant, donc même ça posait problème. Donc maintenant, vous savez pourquoi j'ai arrêté d'aller au bureau très jeune. Pour moi, c'était totalement insupportable. Donc après, je me suis vraiment mis au travail 20 heures sur 24, mais pour vraiment travailler. Donc ensuite, la deuxième source d'avantages compétitifs, c'est une observation objective qui adresse un vrai problème de société. Je vous donne un exemple. Sam Walton, fondateur de Walmart, il a vu que Kmart, il était le leader mondial de la distribution, et en l'occurrence, c'était le leader de la distribution aux US à l'époque, parce qu'ils avaient des prix bas. Donc les clients ils pouvaient acheter avec des prix bas chez Kmart à l'époque. Et il s'est demandé comment ça se fait. Et au bout de 20 ans de travail dans la distribution et en passant par une faillite, il a enfin trouvé la réponse. En fait, Kmart a les plus grandes surfaces dans son secteur, et comme ils achètent plus de produits que tout le monde, ils payent moins cher que tout le monde, ils peuvent vendre moins cher que tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, ça, Walton, sur la base de ce constat? Il a construit des surfaces plus grandes en face des Kmart. Il a appelé ça Walmart, en commençant dans sa région à lui, l'Arkansas. Et même si ça s'est pas fait en un jour, en commandant plus de produits que Kmart dans des surfaces plus grandes que celles de Kmart, il a réussi à être moins cher que Kmart pour les consommateurs. Donc en proposant les mêmes produits pour moins cher, il arrivait à faire plus de profit que Kmart. Et donc logiquement, il a gagné face à son concurrent grâce à ce constat objectif qui vaudrait bien un prix Nobel de physique. Donc, à ce jour, personne n'a réussi à faire une entreprise plus profitable que Walmart aux USA dans la distribution alimentaire et sur les biens de première nécessité. Je précise quand même que Walmart à l'international, c'est pas terrible, mais c'est pas Sam Walton qui a fait, c'est peut-être normal. Mais maintenant, si vous voulez voir la suite de cette formation avec plein d'exemples concrets et d'autres choses, faut quand même penser un jour à s'abonner à l'investisseur français. Parce que, bon, nos retours clients, en fait, ils sont unanimes. Devenir un bon investisseur, même si c'est une formation qui dure que 3 heures, c'est de loin la meilleure formation qu'ils aient jamais faite sur le sujet, parce qu'on comprend tout, c'est limpide et il y a tout. Et aussi, il paraît que nos contenus de développement personnel, ils sont absolument renversants. Donc mon collègue Driss, il ose même dire que nous avons le meilleur business du monde. Bon, moi par contre je suis pas d'accord avec ce constat car j'ai une cliente qui s'appelle Laurence qui a un bien meilleur business que le nôtre. Et d'ailleurs je vais l'aider à le faire valoir parce que c'est vraiment le meilleur business du monde pour moi. Et donc je vous la présenterai très bientôt. Mais en attendant, si vous voulez bénéficier de toutes nos formations sur l'investissement, si vous voulez vraiment comprendre quelque chose à la finance,
bah, n'hésitez surtout pas à réserver une session stratégique avec moi juste en dessous de cette vidéo. Et je vous dis, même ma fille, qui est en CM1, elle adore, elle comprend toutes nos formations, sur tous les sujets. Donc, si vous voulez à la fois vous former en finance et en développement personnel, bah, sachez que ça se passe ici et que c'est chez l'Investisseur Français. Donc, dans tous les cas, que vous vouliez ou non, bah, ça va, hein, nous. Donc, on vous dit de toute façon à très bientôt chez l'Investisseur Français. Et notre site, c'est www.l'investisseurfrançais.com. Merci de votre attention.